Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la cybersécurité pour les acteurs de l'énergie. On va attendre, si vous le voulez bien, quelques secondes le temps que les participants se connectent. Merci. Bonjour et bienvenue au WebTech SCS sur la cybersécurité pour les acteurs de l'énergie. Merci de nous rejoindre et merci de votre patience. Quelques secondes le temps que les participants se connectent. En attendant, je vais peut-être vous montrer quelques événements qui sont susceptibles de vous intéresser en attendant que les 85 participants se connectent. Je pense que vous devez voir les prochains événements sur votre slide. J'en profite pour vous dire également que vous êtes bienvenus pour poser des questions tout au long du webinaire sur le module questions sur le menu gris que vous devriez avoir sur votre écran. Vous les posez par écrit et nous y répondrons à la fin du webinaire dans la session questions-réponses. Et vos caméras sont désactivées, bien sûr, vos micros aussi. Les intervenants, les speakers pourront bien sûr, au contraire, activer leur caméra quand c'est opportun. Et vous aurez également un questionnaire juste à la fin du webinaire, du WebTech SCS, dans une grosse heure, on va dire. Vous êtes également invités à répondre, toujours pareil, pour améliorer nos prochaines sessions. Voilà, et je rappelle aussi que cette session est enregistrée. Elle devrait être disponible en replay dans quelques jours sur le site du pôle SCS, dans l'onglet vidéo replay. Voilà. Merci de votre patience à nouveau. Vous vous connectez petit à petit. Alors oui, quelques mots en attendant de commencer sur les prochains événements. Alors j'ai mentionné, c'est dans 2 jours, la prochaine réunion en présentiel, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, du groupe de travail sécurité crypto, on va dire, sécurité numérique crypto, au village Baïséa, donc l'accélérateur du Crédit Agricole à Sophia Antipolis, sur tout ce qui est blockchain, NFT, métaverse, donc des technologies émergentes et pleines de perspectives sur la création artistique, mais pas seulement, dans le domaine du luxe, du sport, culturel, dans le domaine de la mobilité également. Donc on verra ça, et du commerce, on verra ça donc le 24 février matin, avec normalement un déjeuner qui devrait être autorisé vu le contexte sanitaire, et quelques rendez-vous qui sont disponibles si vous le souhaitez. Le 15 mars, à la Maison de la Créativité, Chalucet à Toulon, dans le centre de Toulon, on aura des rencontres laboratoires start-up, donc 9 pépites académiques qui vont présenter leurs dernières innovations, leurs dernières avancées majeures dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'IA, dans le domaine des objets connectés, dans le domaine de la sécurité numérique et cybersécurité. Ce sera donc le 15 mars ce matin, avec également possibilité de rencontrer ces pépites et ces chercheurs, ces directeurs d'équipe de recherche en début d'après-midi le 15 mars. Le 24 mars, autre sujet, une rencontre marché, donc très aval, sur le numérique qui pouvant contribuer à l'empreinte environnementale et notamment la décarbonation de l'industrie, avec des grands acteurs comme ArcelorMittal, qui a une stratégie mondiale de décarbonation de l'industrie, qui présentera cette stratégie mondiale, bien sûr, mais surtout l'impact sur l'usine de Fos-sur-Mer. On aura Schneider également qui présentera la stratégie de décarbonation.
Et on aura également le Canal de Provence qui nous fait l'honneur de nous accueillir au Toulonnais et qui nous présentera toutes ces actions d'intégration, d'implémentation du numérique en faveur également du plan climat et de l'environnement. Et puis, last but not least, comme on dit, très important, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé ce WebTech sur ce sujet. C'est le 30 et 31 mars. SCS est co-organisateur avec Cap Énergie et d'autres pôles d'un forum Cyber for Energy, donc un forum international qui aura lieu au Pharo à Marseille, un magnifique lieu, et qui traitera justement des sujets de la cybersécurité pour les acteurs de l'énergie. Et c'est justement l'objet du WebTech d'aujourd'hui. Voilà. Après, bon, voilà, d'autres WebTech SCS, les prochains WebTech SCS, vous voyez, le prochain aura lieu en mars, le 29 mars, sur un sujet très différent quand même, hein, mais bon, c'est quand même la cyberattaque dont a été victime l'hôpital d'Arles, le centre hospitalier d'Arles. Ils vont nous raconter bien finalement le déroulement de leur stratégie pour répondre à la rançon demandée, pour faire en sorte que les services de chirurgie puissent être maintenus et bien sûr la remise en place de tous les systèmes malgré cette cyberattaque de août 2021. Voilà. Alors, au programme aujourd'hui, donc en quelques actualités, dernières publications, derniers projets labellisés sur, voilà, autour de la cybersécurité et quelques opportunités de financement sur la sécurité au sens large également qui pourraient vous intéresser. Et puis ensuite, nous aborderons, donc nous rentrons dans le détail avec la présentation, voilà, des différentes solutions innovantes pouvant répondre et contrer aux obstacles que rencontrent les acteurs et opérateurs de l'énergie sur l'aspect cyber. Et on est complètement dans le sujet de SCS, je le rappelle, par rapport aux axes stratégiques de SCS. On est bien, donc on va parler de cybersécurité, cybersécurité notamment, mais pas que, bien sûr, appliquée également aux objets connectés et pour différentes cibles, dont l'industrie du futur. Voilà, et nos experts aujourd'hui, que j'invite peut-être je les invite à allumer leur caméra. Jean-Pierre Delès, CEO de Trusted Object, Thomas Guillet, CEO de Edge Technology, Gilles Loridon, président de Cyberium, donc 3 membres SCS qu'on est ravis de vous mettre, de les mettre en avant, de les faire également se rencontrer parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Et dont on va pouvoir mettre en avant, voilà, leurs solutions innovantes, prometteuses, parfois complexes à implémenter, complexes à déployer en grandeur réelle. Et justement, on va parler de théorie, mais également on va parler de pratique, de solutions cyber très innovantes, répondant aux défis majeurs que rencontrent les acteurs de l'énergie, mais qui ont également été déployés avec succès par des clients, par des grands acteurs de l'énergie qui ne sont pas là pour témoigner. Par contre, on n'a pas pu les inviter aujourd'hui à témoigner, mais en tout cas, les offreurs de solutions seront là pour témoigner les résultats et l'expérimentation en cours avec ces acteurs de l'énergie. Et puis donc Marielle et Camille qui vont présenter, et qui vont commencer d'ailleurs par présenter les publications dont elles ont la maîtrise. D'abord Camille qui va présenter le dernier catalogue cyber de SCS en région PACA qui permet de mettre en avant 17 offreurs de solutions membres SCS qui ont des solutions cyber sur toute la chaîne de valeur et qu'on est également ravis de mettre à l'honneur. Dernière publication qui peut aussi vous intéresser, une note de synthèse trimestrielle que l'on fait depuis presque 1 an maintenant, et la prochaine aura lieu justement sur le domaine IoT. Donc ça peut vous intéresser. Un focus IoT donc, qui va être présenté début mars, avec les dernières levées de fonds également, et qui a l'objectif de mettre en avant les acteurs, les enjeux, les dernières avancées, les dernières levées de fonds dans le domaine IoT. Et donc début mars, vous aurez, donc dans quelques jours, vous aurez cette note disponible en téléchargement sur le site du pôle SCS. Et puis également une cartographie dont on a déjà présenté quelques résultats, qui est disponible également en téléchargement sur SCS, sur les laboratoires
et les formations, notamment dans le domaine de la sécurité numérique et cybersécurité. C'est disponible également pour tout membre STS. Voilà. Camille, si tu veux, je te laisse la parole par rapport au catalogue des solutions cyber. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, parfait. Du coup, oui, on a sorti le catalogue des solutions de cybersécurité des membres SCS pour la première fois du coup en janvier de cette année. Donc c'est la première édition. On va sûrement le rééditer pour l'actualiser avec les nouveaux membres et puis avec les nouvelles solutions. Donc en fait, on a décidé de publier ce catalogue suite à la mise à jour de la feuille de route de la sécurité numérique face à l'augmentation des cyberattaques et du coup à la nécessité des entreprises de se protéger. Donc l'idée, c'était vraiment de rédiger un catalogue comme un outil pour les PME, qu'elles puissent s'en saisir et du coup voir assez rapidement, en fonction de l'étape à laquelle elles se trouvent, quelles entreprises pourraient proposer une solution intéressante pour elles. Donc, on a fait une cartographie avec cinq grandes étapes, on va dire, pour sécuriser les entreprises. Ces cinq grandes parties, cinq grandes familles, au final, ont été prises sur la cartographie. Sur la cartographie, ça s'appelle la taxonomie, au final, européenne d'un organisme européen qui s'appelle l'ESCO et que vous pouvez retrouver ici sur la slide présentée. C'est identifier, protéger, détecter, répondre et rétablir. La majorité au final des membres FCS se retrouvent surtout sur protéger et détecter. Est-ce qu'on peut dire, excuse-moi Ouais, Camille, on peut peut-être dire l'EXO, hein, ce que ça veut dire, c'est European Cyber Security Organization. Hein, donc c'est un organisme européen qui voilà, a travaillé sur une sorte de référentiel et de segmentation des différentes solutions cyber. c'est ça. Tu peux peut-être passer, je ne sais pas s'il y a une autre Oui, slide ou pardon. pas. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, je vous ai dit pourquoi un petit peu on avait fait ça, comment avec la taxonomie de l'ESCO, donc voilà, vous pouvez retrouver ici le nom. Donc il y a 17 entreprises qui sont dans le catalogue, toutes membres SCS et toutes dans la cybersécurité. Et ensuite, là, c'est les 5 grandes catégories qu'on a prises pour faire cette cartographie. Ça explique un petit peu qu'est-ce qu'on entend sous ces noms-là. Et en fait, à l'intérieur du catalogue, si vous le téléchargez et que vous regardez, il y a différentes sous-catégories pour essayer de cartographier le plus finement possible les différents produits et les différents produits et services que proposent les entreprises. Donc après cette cartographie, on va dire, on a fait des fiches entreprises en détaillant un petit peu l'entreprise et ses solutions. Et à la fin, on a mis quelques idées pour aller plus loin, notamment sur les grands sites de l'ANSSI ou d'autres acteurs qui peuvent être intéressants pour vous, les entreprises, et aussi par rapport à ce que peut proposer SCS, notamment les diagnostics de cybersécurité qui sont cofinancés à hauteur de 50%. Donc voilà, quelques pistes pour aller plus loin si vous le souhaitez. Et il est disponible et téléchargeable sur notre site. Voilà. Merci Camille. Voilà un petit focus également sur un projet très récemment labellisé en 2022, donc c'est tout frais. Un projet conçu par Proactive, qui est membre SCS, alors qui a conçu une solution de cybersécurité préventive, donc qui n'est pas forcément destinée à l'industrie, mais qui peut bien sûr cibler les industries, mais également les collectivités, les hôpitaux. Hein, on va parler de ça le mois prochain dans le prochain WebTech, hein, je vous disais. Hein, donc cette solution de cybersécurité préventive remplace en fait la première phase d'un audit. Hein, donc c'est avant que la cyberattaque ait lieu. Donc ce projet porté par Proactive permet d'identifier de manière automatisée et continue les vulnérabilités d'un système informatique après avoir fait un état des lieux de l'ensemble des dispositifs connectés au réseau. Hein, et elle permet d'alerter ensuite l'utilisateur final en temps réel dès qu'une vulnérabilité est détectée. Et donc, ce sont de nouveaux verrous technologiques qui vont être levés grâce à ce projet donc par Proactive pour permettre l'automatisation des audits de sécurité par la création d'un outil complet permettant effectivement une simplicité d'usage, la gestion permanente du risque et la souveraineté numérique face aux enjeux mondiaux actuels. Donc voilà encore une illustration de l'innovation par nos membres et notamment la labellisation de ce projet qui, j'espère, sera financé dans le dispositif de financement qu'il cible. Hein, vous le voyez à l'écran, l'appel à projet cyber, de développement des technologies critiques innovantes, qui fait partie du plan France Relance. Voilà. Petit zoom avant de
traiter le sujet majeur de ce WebTech avec Marielle. Je te laisse la main si tu veux, Marielle, par rapport à cette opportunité de financement et de subvention notamment, hein, Oui, tout Securite. à fait. Merci beaucoup, Fabienne. Je te laisse. Bien, merci Parfait. beaucoup. Donc, effectivement, quelques mots sur un projet européen qui s'appelle Security, qui représente des opportunités de financement qui sont intéressantes, en particulier pour les PME dans le domaine de la sécurité et des applications et des outils digitaux associés, donc cybersécurité, mais également IA et IoT. Donc, le projet Security est donc un projet européen au sein duquel le pôle SCS est partenaire et qui a pour objectif en fait d'accompagner les PME européennes dans le développement d'innovation et notamment d'innovation digitale au service de territoires, de villes et d'infrastructures donc plus sûrs et plus résilients. Et l'objectif de Security est d'accompagner ces PME en leur proposant un cofinancement pour la mise en place de projets collaboratifs qui permettent donc le développement de prototypes ou bien de démonstrateurs de solutions technologiques orientées essentiellement vers les PME. Et donc ça s'effectue via la mise en place d'appels à projets collaboratifs gérés eux-mêmes par le projet Security sur le principe de ce qu'on appelle le cascade funding. Et donc le premier appel à projet de Security a été lancé au mois de janvier, est actuellement ouvert jusqu'au mois d'avril. Et donc c'est l'objet de cette petite présentation. Donc, le projet Security SCS est partenaire de ce projet-là, avec également 7 autres entités, dont 6 clusters et pôles européens. Étant donné que c'est un projet avec des financements qui viennent de la Commission européenne, ça signifie que les appels à projets sont bien entendu ouverts à tout type de PME européennes et que le financement ne va pas que, bien entendu, vers les adhérents de ces pôles, mais est ouvert à tout type de PME. Donc le projet a démarré en septembre 2021 jusqu'en août 2024 et donc il y a plus de 75% du budget qui va être reversé par financement en cascade dans le cadre de ces appels à projets. Donc, concernant l'appel à projet qui est actuellement en cours, donc la deadline est fixée au 26 avril. L'objectif est de sélectionner jusqu'à 21 projets dans 2 types d'instruments financiers. Donc, le premier des projets de type prototype pour le développement donc de solutions digitales dans le domaine de la sécurité jusqu'au niveau du prototypage. Et là, le financement ira jusqu'à 74 000 euros par projet, maximum 60 000 euros par PME. Et le deuxième type d'instrument est le démonstrateur afin de pouvoir valider en conditions réelles ou en conditions simulées des solutions numériques innovantes dans le domaine de la sécurité. Et ici, le financement ira jusqu'à 80 000 euros par projet. Chaque projet doit être déposé par un mini consortium qui doit être composé d'au moins 2 PME européennes et au moins l'une de ces 2 PME doit être offreur de solutions numériques. Les 2 PME peuvent être de 2 pays différents, peuvent être également du même pays, mais si elles sont de 2 pays différents, il y a un bonus à l'évaluation pour la dimension transfrontalière. Et donc l'accompagnement financier de Security s'effectue ensuite sur une durée de 12 mois maximum. Donc, on demande aux projets candidats de cadrer avec 3 grands domaines que l'on a identifiés au sein du projet Security, avec des sous-challenges que vous pouvez voir en dessous. Le premier domaine correspond à la protection des infrastructures dites sensibles, donc par exemple sites Céveso, sites industriels critiques, hôpitaux, etc. Et on y trouve à la fois des protections en termes de cybersécurité, en termes de contrôle d'accès d'identification, d'accès d'intrus dans des zones et des périmètres donnés. Le deuxième domaine correspond à la résilience en cas de désastre, de catastrophes naturelles, type incendie, inondation, etc. Avec 3 grands challenges, l'évaluation et la connaissance du risque avant une crise. Ensuite, les systèmes de communication et d'alarme lorsque la crise a lieu. Et ensuite, l'analyse post-événement et la notion de résilience et de recovery après un événement catastrophique. Et le troisième sujet porte sur la protection de l'espace public et en particulier la protection lors de grands événements, grands rassemblements, type manifestations, concerts, événements sportifs, avec différents éléments sur l'alerte à la détection, l'analyse, les aides à la décision et tout ce qui est lié aussi à la cybersécurité et le cybercrime. Donc concrètement, nous sommes actuellement en phase d'ouverture de l'appel. Vous pouvez déposer vos dossiers de candidature. Une fois que après le 26 avril,
des premières vérifications sur l'éligibilité des consortiums et des projets sera effectuée. Ensuite, une préévaluation dans le cas où on aura plus de 60 dossiers de candidature. Et ensuite, les dossiers de candidature seront évalués par des experts externes aux partenaires du projet sur les 3 critères que vous pouvez voir ici, avec des notations qui seront effectuées et donc le bonus dont je vous ai parlé en cas de consortium international. Et ensuite, vous avez ici rapidement le calendrier de l'appel à projet, donc avec la deadline au 26 avril, l'évaluation qui sera effectuée sur le mois de mai et le début du mois de juin, et des auditions devant un jury qui auront lieu probablement en présentiel à Paris vers le 20 juin, et une mini-subvention sera fournie aux participants qui seront présélectionnés pour cette étape d'audition. Et il est attendu ensuite que les lauréats entrent en phase de contractualisation sur l'été pour un démarrage effectif au mois de septembre. À noter que le type d'appel à projet sera transcrit à peu près sur les mêmes dates sur 2023. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site web du projet Security. Ensuite, sur le deuxième lien que vous trouvez ici, c'est le site pour le dépôt des candidatures sur lequel vous pouvez trouver tous les éléments, dont le guide du candidat à la FAQ. Plusieurs éléments et sessions d'information ont déjà eu lieu et sont disponibles en replay. Une autre aura lieu encore au mois de mars, et en particulier un événement de matchmaking durant lequel vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous B2B avec d'autres entités intéressées pour répondre à ce projet qui peuvent être mises. Donc, vous trouverez les informations sur ce site-là. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une idée de projet que vous souhaitez qualifier, si vous avez des questionnements sur le processus, sur les différents types de projets, les challenges. Si vous recherchez un partenaire ou si vous souhaitez un accompagnement pour la préparation de votre dossier, vous avez mes coordonnées ici. Merci beaucoup. Merci Marielle. Donc on va passer maintenant au vif du sujet avec d'abord Trusted Object, puis ensuite Edge Technology et ensuite Cyberium. Hein. Donc avec effectivement ces craintes, ces hésitations des différents acteurs de l'énergie et des opérateurs de l'énergie sur la mise en œuvre de technologies, notamment de technologies avancées que maîtrisent bien les membres SCS, hein, dont on en a une partie aujourd'hui, hein, tout ce qui est IoT, objets connectés, intelligence artificielle avec le machine learning, cloud, etc. Ce sont des technologies qui vont permettre effectivement de répondre à leurs hésitations et à leurs craintes par rapport à un haut niveau de sécurité autour des objets connectés installés sur les infrastructures des opérateurs d'énergie. Alors Jean-Pierre, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup et bonjour. Donc, Jean-Pierre Delège, je suis le CEO, le cofondateur de Trusted Object. On s'est spécialisé dans les solutions de cybersécurité pour l'IoT et notamment dans le monde industriel. On a créé Trusted Object en 2015. Depuis, on a probablement visité des centaines de clients dans le domaine de l'industrie, en Europe, en Asie. Et on souhaitait aujourd'hui partager un petit peu notre expérience par rapport à ce qu'on a pu entendre, voir dans ce monde de l'industrie et de l'IoT. Alors en fait, lorsqu'on regarde l'industrie de l'IoT, les technologies 4.0, il y a un certain nombre de bénéfices qui peuvent apparaître pour les acteurs. Les technologies 4.0, hein, de façon non exhaustive, on parle de quoi? On va parler de réseaux de capteurs intelligents, on va parler d'intelligence artificielle qui est embarquée, de machine learning, de edge computing, et je passe encore d'autres technologies. Et ces technologies, l'utilisation de ces technologies permet un certain nombre de bénéfices, d'intérêts pour les acteurs, notamment dans l'énergie. On cite ici par exemple la maintenance. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut réduire les coûts de maintenance avec des interventions sur site qui sont limitées, avec l'optimisation des pièces détachées, planification des maintenances. On sait qu'il y a un impact également sur le côté qualité, sécurité environnementale. Donc, on améliore la sécurité, on améliore la qualité de la production, on réduit l'empreinte environnementale, ce qui est important notamment pour ces acteurs de l'énergie. Et puis, on sait qu'il y a des impacts aussi positifs dans le domaine de la production, réduction des temps d'arrêt, automatisation de la collecte des données, on peut prolonger la durée de vie des équipements, etc. Donc tout ça, ça semble très intéressant, très séduisant. Et on pourrait se dire, finalement, les acteurs de l'industrie, notamment dans l'énergie, vont s'engouffrer dans ces technologies et vont les utiliser. En fait, nous, on a observé que même s'il y a un intérêt fort des industriels,
notamment dans l'énergie, on sent quand même qu'il y a une hésitation pour utiliser et déployer ces technologies sur une grande échelle. On a vu beaucoup de proof of concept, de démarrage de projets. Le développement à grande échelle, tel qu'on pouvait l'attendre, ne s'est pas encore produit. Et la raison, c'est qu'il y a encore de nombreuses barrières qui existent à écouter ces acteurs. Ces barrières, il y en a plusieurs. Ce qu'on entend souvent, c'est que effectivement l'utilisation de ces technologies, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise va avoir à gérer les conséquences d'une transformation numérique sur ses organisations, sur ses méthodes. Donc ça c'est une première barrière. On sait également que ces acteurs dans l'industrie ont besoin de faire des équations économiques. En gros, quel est le retour sur investissement par rapport à ce qu'on va faire. Les technologies, même si elles sont aujourd'hui matures, peuvent être techniquement difficiles à mettre en œuvre. Il y a pas mal de phases d'évaluation, de qualification. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, il y a des certifications du type ATEX, et qui sont des certifications compliquées, qui sont longues. Et on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire on a des technologies nouvelles avec des certifications qui existent depuis longtemps. Et enfin, et probablement la barrière qui aujourd'hui est vue comme une des plus importantes, c'est les risques au niveau de la cybersécurité. Il n'y a pas encore une confiance des industriels, notamment dans l'énergie, par rapport à ces risques de la cybersécurité. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps par un cabinet qui s'appelle Westone, qui connaît bien le sujet de la cybersécurité dans le domaine des industries dites sensibles, hein, donc on est bien dans le sujet. Et il est ressorti effectivement un certain nombre de risques qui étaient identifiés, divulgation, perte des données, l'incapacité de pouvoir détecter un incident, de l'analyser, de le corriger. Le côté réglementaire aussi, la réglementation, la standardisation de la cybersécurité dans le monde de l'IoT n'est pas encore aussi structurée, organisée qu'en le monde de l'IT. Donc voilà, beaucoup d'inquiétudes et de questions qui se posent autour de la cybersécurité lorsqu'on parle de technologie 4.0 dans le monde de l'énergie. Si on fait un petit peu une analyse d'où viennent ces risques, donc dans un écosystème IoT industriel, on a une partie qu'on appelle la partie OT, donc qui comprend des capteurs, un réseau, souvent une gateway. Ces capteurs étant le point de départ de l'IoT industriel. Côté capteurs, on sait aujourd'hui que bon nombre de ces capteurs sont basés sur des architectures microcontrôleurs, ce qu'on appelle à faible ressource, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur capacité de computing et de communication est limitée. Et pour la plupart, il n'y a pas de sécurité ou sécurité très faible de manière intrinsèque. Donc, il ne dit pas de sécurité, il ne dit pas d'identité forte. Et c'est un problème effectivement important lorsqu'on veut faire de la sécurité, pas avoir d'identité au niveau de l'objet. Et puis, on a constaté également au niveau des réseaux, alors il s'agit souvent de nouveaux réseaux, par exemple comme les réseaux LP1, qu'on observe des failles de sécurité dans certains protocoles de communication. Je vais citer un exemple sur LoRa. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de hackers éthiques qui ont mis en avant le fait que malgré le fait qu'on soit sur un système de protection crypto style AES, les clés ne sont pas suffisamment protégées. Et donc, ça crée une faille de sécurité qui a été effectivement relevée. Le transfert de données, généralement, se fait sur des structures connues comme TLS qui ont montré effectivement une certaine robustesse à la sécurité. Mais ensuite, on rejoint la partie IT. Et dans la partie IT, on retrouve des serveurs et des clouds applicatifs. Et là, on a effectivement des difficultés qui sont plus des difficultés, je dirais, de communication entre deux mondes, le monde de l'IT et le monde de l'OT. Ces mondes viennent de cultures différentes. Et généralement, la sécurité est gérée par des personnes qui viennent du monde de l'IT, qui ne connaissent pas forcément cette partie IT. Et l'autre difficulté, c'est de pouvoir intégrer toute cette partie sécurité OT dans la partie IT et de faire des liens, ce qu'on appelle de edge to cloud en matière de sécurité. C'est quelque chose qui est relativement complexe et qui est vu en tout cas comme une barrière, une difficulté dans l'utilisation de l'IoT et de la cybersécurité. Donc, je vous donne un exemple d'architecture qu'on pourrait, qui montre un petit peu d'innovation par rapport à l'existant. Au niveau du edge,
On a parlé de la sécurité du capteur et effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, vous connaissez les solutions existantes. Hein. On parle de Secure Element qui peuvent exister sous une forme de hardware, donc l'historique de la carte à puce. Et j'en toucherai un mot tout à l'heure. On voit apparaître également des solutions qui sont des librairies sécurisées, donc une sorte de Secure Element en software. La zone de confiance ou le Trust Zone qui est très répandu, le PUF, ou avoir des racines de confiance, parce que sans racines de confiance, il est très difficile de faire du service de sécurité, de faire du life cycle. Donc voilà, aujourd'hui, les technologies existent, sont déployées, et ce sont des technologies robustes pour protéger la sécurité du capteur et réduire la surface d'attaque. Concernant la sécurité du réseau, il est possible aujourd'hui également de construire des trames, les protocoles de communication dans une zone sécurisée. Et c'est notamment le cas qui peut être fait dans un Secure Element en version software, une librairie. On ne se contente pas de protéger, mais on va construire les trames dans une zone sécurisée, donc protéger les clés, protéger les certificats et s'assurer que le réseau reste robuste. Et enfin, au niveau du Edge, toujours, on parle beaucoup de Edge Computing, qui est donc un ensemble de technologies importantes. Donc l'intelligence artificielle, le machine learning, on commence à voir des algorithmes qui existent, avec une tendance, vous l'avez tous noté, d'avoir de plus de capacité au niveau du Edge et moins au niveau du cloud. Donc un transfert quelque part qui est en train de se faire du cloud vers le Edge pour la partie computing. Donc ça, on est côté Edge. Côté cloud, on voit également pas mal d'acteurs de l'identité, ce qu'on appelle l'IAM, Identity Access Management, qui s'intéressent à l'IoT pour proposer leurs solutions de PKI, leurs solutions de gestion de certificats. Je peux citer des sociétés comme Entrust, comme Keyfactor, comme Nexus ou Device Authority, qui s'intéressent à l'IoT et qui donc proposent des briques, des technologies pour l'IAM dans le monde de l'IoT, ce qui est assez nouveau pour eux. La partie dite monitoring, qui est aussi quelque chose d'important, et vous l'avez vu, le cabinet Weston avait bien démontré que c'est une attente forte de la part des acteurs de pouvoir détecter des fautes, les analyser, les corriger, isoler les objets qui sont défectueux, qui ont été attaqués. Sur cette partie monitoring, on a observé qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font aux États-Unis, en Israël, avec des levées de fonds et du support d'entreprise qui est très très fort. C'est vraiment un sujet d'actualité. C'est un sujet où il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs au niveau européen ou français. Ça mérite une réflexion parce que sans cette partie monitoring, on sent très bien que les acteurs de la sécurité, notamment dans l'énergie, seront toujours réticents à utiliser des technologies avancées. Et enfin, sur la partie, ce qu'on va dire, la gestion de plateforme, life cycle, où là, il existait déjà, mais il existe des solutions adaptées à l'IoT pour faire, par exemple, du firmware update, pour faire du secure boot, gestion de clés, gestion de certificats. Donc, en résumé, dans ce qu'on appelle le Edge to Cloud, qui est effectivement le sujet d'actualité, enfin le sujet qui est important pour la sécurité, les briques technologiques existent. Elles ont été déployées, elles ont été testées. Il y a un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent. Un dernier commentaire, c'est que on entend aussi que les industriels ne souhaitent pas avoir des solutions en silo, c'est-à-dire ce qu'ils recherchent, c'est des entreprises qui proposent l'intégralité de la solution, donc du edge to cloud, avec des différentes briques technologiques et qui puissent être accessibles dans l'ensemble. Et il ne faudrait pas avoir 4, 5 fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa particularité. Donc, si par exemple, on propose une solution de sécurité du capteur, eh bien les clients demanderont, mais est-ce que vous pouvez également faire le lien avec le cloud? Est-ce que vous pouvez gérer l'identité, l'accès, le monitoring, etc. Donc, la difficulté, c'est de proposer des solutions en silo et qui ne soient pas facilement intégrables dans une solution complète. Voilà, donc ça, c'est fort un petit peu de l'expérience qu'on a pu avoir.
Je vous ai dit, je vous touchais un petit mot de ce nouveau concept de ce qu'on appelle le Software Secure Element, SSE, qui est en fait l'avantage de pouvoir être mis en œuvre sans modifier l'architecture du device, du capteur. Ça, c'était aussi un besoin fort des clients. On ne veut pas changer notre baume, on ne veut pas rajouter un produit, on veut une chose simple. Donc, une solution software, ça répond à leurs attentes. L'avantage de ces solutions, de ces concepts, c'est que ça permet des fonctions de sécurité classiques comme PKI, une protection des clés, du Secure Boot. On peut, puisqu'on est dans un contexte software, intégrer la sécurité du protocole dans la zone protégée. Hein, donc, on crée une zone protégée. Ces librairies ont été testées sur des architectures du marché. On parle de ARM, de RISC. Il y a un certain nombre d'évaluations qui sont en cours par des labos pour apporter un niveau de sécurité au moins au niveau substantiel. Je donne un exemple, c'est un CCIP L3 qui permettrait de donner encore plus d'assurance aux utilisateurs. Et puis le dernier point, ce qui est important, c'est ces librairies peuvent être utilisées comme une racine de confiance pour apporter des services de sécurité. Parce que si on fait des services de sécurité, au départ, il faut forcément avoir une racine de confiance. Donc ça, c'est des concepts nouveaux qui sont en train de se déployer et qui, pour l'instant, apportent beaucoup d'attention de la part des acteurs de l'industrie, notamment dans l'énergie. Voilà ce que je voulais présenter. Ce que je vous ai présenté là, effectivement, donc c'est des choses qui commencent à être déployées. On a trouvé intéressant aujourd'hui de vous dire, c'est pas uniquement du PowerPoint. On a pu déployer un certain nombre de ces solutions dans le cas de Edge Technology, qui donc a utilisé un certain nombre de ces solutions avancées pour construire une solution de capteur intelligent dans le monde de l'énergie. Et donc, j'en profite pour laisser la parole à Thomas Guillet, qui est le CEO et le fondateur de Edge Technology, et qui vous a expliqué comment lui a pu utiliser les technologies qu'il vient d'écrire dans une architecture concrète qui est aujourd'hui déployée et utilisée par des clients dans l'énergie. Voilà, Thomas, le monde est à toi. Merci Jean-Pierre. Je reprends la main et je laisse la parole effectivement à Thomas, CEO de Edge Technology. On vous écoute, Thomas. Oui, alors bonjour, merci Jean-Pierre pour l'introduction. Donc, je m'appelle Thomas Guillet, donc je suis le CEO et le cofondateur de la société Edge Technology. Donc, on est une société basée à Gardanne. On conçoit, on développe des capteurs connectés intelligents qui sont autonomes et spécialement conçus pour l'industrie de l'énergie. Donc, Jean-Pierre a pu parler des réglementations d'homologation européenne comme l'atexisation de nos produits. Donc, on a obtenu tout ce process de certification pour pouvoir déployer en toute sécurité nos capteurs dans ces zones industrielles atexisées, donc 10 sites Céveso. Sur la prochaine slide. Donc voilà, donc ça c'est le design de nos capteurs. Donc comme Jean-Pierre a pu le dire, on collabore avec Trusted Object depuis pas mal d'années maintenant, puisque la cybersécurité et la sécurité auprès de nos clients, de notre clientèle, qui sont des énergéticiens internationaux, ont mis un point vraiment d'honneur à ce que la cybersécurité dans les objets connectés soit à un niveau les plus exigeants du marché. Et donc, à savoir qu'il y a 5 ans qu'on a commencé à développer le produit, bon, on était au tout début de cette ère. Et donc, du coup, il y a eu vraiment un travail de fond pour venir avec la solution la plus adaptée. Donc, on a opté sur beaucoup d'outils développés par Trusted Object, que ce soit du Secure Element dédié embarqué, que ce soit des librairies sécurisées. Et aujourd'hui, on est en mesure d'offrir une solution sécurité end-to-end entre nos capteurs Edge et notre client final. Donc, pour la slide suivante, vous allez voir à peu près l'architecture qu'on a implémentée. Donc, bien sûr, nous, on est parti sur une solution de Secure Element embarqué qui a été proposée par Trusted Object. Donc, ici, dans cette donc là, on a une multitude, donc toutes les fonctionnalités
attachée à la sécurité dans nos capteurs est gérée par ce petit élément. Donc dedans, il y a une surcouche logicielle, il y a une surcouche hardware également, qui nous permet de faire le stockage des clés, qui nous permet de faire de l'accessibilité, donc de la validation et de l'accessibilité à distance de nos capteurs. Et donc pour faire ce biais entre nos solutions, donc nos capteurs communiquent par du réseau LoRaWAN, et également par du BLE, donc si besoin au niveau proximité, pour accéder à certaines fonctionnalités avancées du capteur, comme la calibration de nos capteurs, comme la gestion des paramètres LoRaWAN si besoin de nos capteurs. Tout ça peut être fait directement via l'application BLE. Donc, et là, on a développé une solution qui permet de faire un bridge en fait entre nos capteurs qui est situé dans une zone isolée et nos serveurs cloud. Donc pour ça, on a tout un outil d'authentification, de gestion de commandes de nos capteurs entre notre serveur KMS sécurisé et notre Secure Element embarqué dans nos capteurs. Donc on a vraiment une solution entièrement encryptée d'un bout à l'autre, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une sécurité renforcée, parce qu'en plus de la stack LoRaWAN et de la sécurité AES fournie par du LoRaWAN, comme expliquait Jean-Pierre, on a toute cette partie de transformation de la payload, ainsi de suite, qui est effectuée dans un Secure Element qui est infalsifiable. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'architecture qu'on a mis en place, et c'est ce qu'on pousse, et au vu de nos clients, c'est ce qu'ils demandent. Donc on est vraiment parti, on est très satisfait par ce genre de solution intégrée. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci Thomas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions, encore une fois, sur votre menu GoToWebinar, aussi bien à Jean-Pierre Delles de Trusted Object qu'à Thomas Guillet de Edge Technology, sur, je dirais, leur binôme finalement prouvé sur le terrain, et de leur offre, voilà, leur offre pour les acteurs de l'énergie, et notamment qui intègre différentes technologies avancées et qui répondent aux énergéticiens et aux différents acteurs de l'énergie. Je sais pas, d'ailleurs, avant de passer la parole à Gilles, Thomas, on ne peut pas nommer ces fameux clients utilisateurs finaux ayant expérimenté avec succès la mise en œuvre de ces technologies et ces solutions qui répondent à leurs craintes. On peut les nommer ou pas? Oui, on peut en nommer certains. Comme il y a en France, on a Total, mettons, qui utilise nos solutions d'encryption et de systèmes de sécurisés de capteurs ont été déployés. On a Shell qui utilise également. Donc, on a surtout un marché tourné à l'export. Donc, principalement les majors pétrolières qui nous utilisent. Et bon, vu que nos capteurs sont sécurisés pour tout ce qui est attexisation, on commence à discuter avec des clients dans l'hydrogène, dans la biomasse également. Donc tout ce qui est site de méthanisation, ainsi de suite, où nos capteurs peuvent être tout à fait déployés en maintenant ce niveau de sécurité, on va dire, substantiel, donc qui a un niveau de contrainte la plus élevée quasiment en termes de sécurité actuellement, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci Thomas. Je passe la parole à Gilles Loridon, donc président de Cyberium, qui lui va nous présenter un autre aspect autour de la sécurité, cybersécurité, notamment un peu plus au niveau réseau, pas forcément spécifique au domaine de l'énergie, si j'ai bien compris, mais un peu plus au niveau infrastructure. Je vous laisse la parole, Gilles. Tout à fait, merci pour l'introduction. C'est clair que la plupart des gens qui considèrent la cybersécurité sérieusement dans les infrastructures critiques, 98% sont du secteur énergétique. Donc c'est quand même essentiellement pour le secteur énergétique, aussi bien la production d'énergie que la production d'énergie fossile. Donc, c'est d'abord merci aux deux présentateurs précédents. C'était extrêmement intéressant leur approche, et l'aspect pratique de l'implémentation était super intéressant. Donc, il y a quelque chose qu'il faut garder en mémoire, c'est le niveau de la menace aujourd'hui. On a un niveau de menace exceptionnel qui n'a pas été augmenté, avec des attaques de plus en plus complexes sur les infrastructures critiques et qui touchent toutes les infras. Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, a été attaquée quasiment tous les ans par des virus assez destructeurs qui ont attaqué leur IT. Des compagnies électriques, des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire en Inde a été hackée assez récemment, en 2019. Le réseau électrique de Karachi au Pakistan a été attaqué aussi de manière massive,
Et puis, on garde en tête l'attaque du pipeline nord-américain qui a eu des conséquences assez importantes sur la distribution de produits pétroliers. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques. Ça augmente, ça touche tous les secteurs, le transport aussi. Les trains en Iran ont été, le SCADA des trains en Iran a été hacké. Ça a eu des conséquences et des retards et des gens qui n'ont pas pu prendre le train. Donc, ça nous touche tous au quotidien, pas forcément tous en même temps, mais à peu près dans le monde entier. Et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie sont vraiment des centres d'attaque. C'est là où les gens se font attaquer le plus. Donc, si on parle d'architecture IoT, donc la sécurité évidemment est capitale. L'architecture IoT, comme les deux précédents présentateurs l'ont expliqué, c'est extrêmement complexe. C'est infiniment plus complexe que notre architecture classique de réseau industriel, où on avait des protocoles relativement simples, aujourd'hui essentiellement basés sur TCP/IP, qui communiquaient par des systèmes de zones et de conduits jusqu'à éventuellement au réseau IT. Aujourd'hui, on a des capteurs qui se présentent tout en bas d'infrastructure, ce que nous on appelle le niveau 0 du modèle perdu, et qui vont aller communiquer par un WAN, par tout un tas de réseaux, jusqu'à l'edge, voire du cloud sur Internet. Donc, ils utilisent des protocoles sur la partie droite qui sont très novateurs pour les industriels. Les industriels sont extrêmement conservateurs, ils réagissent extrêmement lentement aux nouvelles technologies. Et donc, pour l'instant, on est vraiment très mal adapté à tous ces nouveaux systèmes, à tous ces nouveaux réseaux, à tous ces nouveaux protocoles. Et ça pose des problèmes d'architecture assez importants. Donc, ça, c'est l'architecture classique, c'est ce qu'on appelle le modèle de perdu, avec les différentes zones et différents conduits qui relient les zones. Et la cybersécurité s'applique de manière indépendante sur chacune des zones. Par exemple, avec la zone des systèmes de sûreté, qui est la zone la plus sécurité, qui a le plus de demandes de cyber, qui communique avec la salle de commande, qui, elle, communique avec plusieurs unités, une DMZ et éventuellement le réseau corporate et Internet. Donc ça, c'est l'architecture classique qui est, malgré tout, aujourd'hui, pas très utilisée encore par les industriels, qui ont souvent des réseaux à plat. Mais disons qu'avant l'IoT, c'était la best practice au niveau de la cyber, où on découpait les réseaux en zones et conduits, et on essayait plutôt de faire de la sécurité de périmètre et de zones. Ben aujourd'hui, ça ne marche plus, parce que ce n'est pas du tout adapté à la IoT et aux réseaux ad hoc qui vont pénétrer toutes les couches. Donc, on ne peut plus se permettre de faire que de la sécurité de périmètre, qui était essentiellement ce que faisaient les industriels. Et on est obligé de mettre en place ce qui existe depuis un certain temps, en particulier dans le nucléaire, qu'on appelle le principe de l'emmental ou le Swiss cheese principe. Donc, c'est quoi ce principe? C'est si vous achetez un morceau de fromage, vous découpez 4 tranches d'un emmental où il y a des trous dedans. S'il y a une menace qui vous attaque, il y a une chance, une souris, il y a une chance que les trous soient alignés et donc la menace, le risque se transforme en crise. Parce que toutes les 4 morceaux de fromage viennent du même morceau de fromage initial et les trous sont alignés. Si vous prenez des tranches de fromage dans 4 différents morceaux de fromage, la probabilité que ces trous soient alignés est proche de 0 et vous aurez donc une mesure effective de protection. Alors, c'est une illustration, c'est un peu pour détendre l'atmosphère, mais c'est un principe de risque très important, en particulier dans le nucléaire, et qu'on applique à la cyber. Donc, nous, on appelle ça la défense en profondeur. Et elle repose sur 3 concepts, ce qu'on a RDI, la redondance, la diversité et l'indépendance. Donc la redondance, c'est 2 systèmes. Au lieu d'avoir un système, vous en avez 2. Si vous avez un pare-feu, c'est pas suffisant, il en faut 2. En général, vous avez plus qu'un switch, vous en avez au minimum 2. Un ou toujours 2 routeurs. Donc tous les équipements sont doublés. S'il y en a un qui tombe en rade, l'autre prend sa place. Ça, c'est très bien maîtrisé. Tous les industriels utilisent la redondance. C'est vraiment extrêmement classique. La diversité, ça l'est déjà un peu moins. C'est pas utiliser la même technologie sur tous vos équipements. Par exemple, pas déployer que des firewalls dits next-gen sur vos infrastructures, pas déployer que des switches qui sont unmanaged sur votre architecture. Donc, diverses solutions au niveau technologique qui vous permettent de garantir, de maximiser l'efficacité de vos contrôles. Si c'est toujours les mêmes pare-feux, si c'est toujours le même antivirus que vous déployez sur toute votre architecture, s'ils ne sont pas parfaits, s'ils ont des problèmes de performance, vous allez l'avoir partout. Si vous déployez 2 technologies différentes, vous aurez probablement
pas les mêmes problèmes de performance, les mêmes problèmes au niveau des logiciels de ces solutions. L'indépendance, c'est encore plus rare. Très peu de gens regardent ça au niveau de la cyber. C'est être indépendant au niveau des technologies sous-jacentes. Alors, par exemple, on va utiliser une librairie sécurisée. Tout le monde utilise la même librairie sécurisée et on découvre qu'il y a une vulnérabilité critique sur cette librairie et tout le monde est affecté en même temps. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant comme concept de cybersécurité parce que énormément de produits dépendent de librairies et ils sont absolument pas conscients quelle librairie les produits sous-jacents utilisent. On a découvert de nouvelles vulnérabilités sur les compilateurs. C'est une vulnérabilité quasiment universelle avec des escape caractères en Unicode qui permettent à l'inspection du code, le code semble complètement légitime et complètement sécurisé, mais à la compilation, les escape caractères font que c'est pas ce code-là qui est compilé, mais ceux qui sont dans les escape caractères, et ça permet d'introduire des vulnérabilités au cœur même des librairies. Donc l'indépendance, qui peut être l'indépendance logicielle, tout le monde n'utilise pas les mêmes librairies, et aussi l'indépendance par rapport au processeur, parce que malheureusement, on a des vulnérabilités sur les processeurs qui sont assez catastrophiques, et sur les cartes mères aussi. Et donc c'est intéressant, c'est même voire indispensable, de regarder ça d'assez près et d'être sûr que tout le monde n'utilise pas, tous vos produits n'utilisent pas les mêmes processeurs et les mêmes librairies. Donc, quand on regarde ça, quand on décline ça un petit peu de manière moins élevée, mais de manière plus concrète, typiquement, on a plusieurs couches de cybersécurité. La couche la plus extérieure, qui est celle classiquement des périmètres, où on va déployer tout un tas de solutions comme des pare-feux, des VPN, des proxys, des systèmes de monitoring, de prévention d'intrusion. Après, on a l'access control au niveau du réseau ou du host, du serveur lui-même, les antivirus sur les serveurs, par exemple. La façon de patcher de manière la plus agressive possible, c'est-à-dire le plus rapidement possible, ce qui est un très très grand défi pour les industriels. J'ai des clients, par exemple, qui ont lancé leur infrastructure le 8 août 2008 et qui n'ont jamais mis un seul patch à jour depuis 2008. Donc, on peut dire que leur infrastructure est extrêmement sensible au hacking. Ensuite, on passe au niveau de la workstation, l'opérateur, l'engineering workstation, où là aussi, il faut patcher. On a aussi de l'access control et des antivirus. Et enfin, au niveau des data elles-mêmes, qu'on doit classifier, comprendre quelles données on doit protéger et qui doivent être encryptées. Donc ça, c'est en gros une architecture relativement classique. Mais ce qu'il faut vraiment voir pour la IoT, et en particulier dans le domaine de l'énergie où les impacts sont énormes et peuvent toucher tout le monde, c'est ne pas oublier la défense en profondeur. Donc, on ne peut pas se satisfaire que d'une simple couche de défense. On doit avoir une défense en profondeur. Parce que si on a une couche qui est vulnérable, on espère que l'attaque sera arrêtée par les couches en dessous qui sont moins vulnérables ou au moins qui n'ont pas les mêmes vulnérabilités. Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose là-dessus comme service? On propose de la sécurité pour les USB, qui sont aujourd'hui le moyen principal pour sauter les air gaps, donc les réseaux qui sont absolument pas connectés. Typiquement, les réseaux de sûreté aujourd'hui, la législation dans le nucléaire, dans certaines infrastructures critiques, interdisent toujours la connexion au réseau Internet pour les réseaux de sûreté. Et donc, la principale façon pour les hackers de les pénétrer, c'est les clés USB. Et ça marche encore très, très bien. Donc, on a une solution qui utilise plusieurs technologies indépendantes et diverses. On fait de la data diode. Donc ça, c'est encore une fois, c'est plutôt pour les réseaux de très grande sûreté et les connexions unidirectionnelles. On a déployé ça dans le cadre de la IoT sur des solutions plutôt innovantes basées sur MQTT, un des protocoles de la IoT. Et puis le remote access, qui est une demande énorme suite à Covid. Les clients sont très très coincés, ils ne peuvent pas faire intervenir des Américains comme ils veulent sur site, ils ne peuvent pas faire intervenir des Français comme ils veulent sur site. Donc le remote access aussi en reposant sur de nombreuses couches de sécurité diverses et redondantes. Voilà, donc c'était très brièvement un point de sécurité, la défense en profondeur, qui s'applique tout particulièrement à l'énergie. Merci. Merci Gilles. Alors il y a quelques questions, je dirais générales et un peu plus précises. Elle va commencer par le précis, je pense qu'elle s'adresse d'ailleurs à Edge et Trusted Object plutôt. Alors,
par rapport au PKI, hein, donc les Public Key Infrastructure, donc les certificats des capteurs, donc comment est-ce que les capteurs sont enrôlés auprès du PKI? C'est une bonne question. En fait, là aussi, il y a un certain nombre de sécurités qui doivent être mises en place. Parce que c'est le premier élément de risque. Donc, il existe des solutions aujourd'hui qui vont faire du Secure Enrollment, qu'on appelle la Secure Factory, c'est-à-dire qu'on va créer une sorte d'élément de sécurité qui va entre le serveur qui va générer les premiers certificats et le système de programmation. Et ensuite, on utilise des mécanismes où les clés donc sont protégées au niveau de ces bridges. Donc c'est effectivement une question importante. La sécurité démarre déjà au moment où on va enrôler le produit, puisqu'on va lui donner une identité, et il faut mettre en place des technologies qui sont spécifiques à ce point, qui existent aussi. Hein. Merci. Une autre question, avant que je vous laisse la parole peut-être d'ailleurs Jean-Pierre et Thomas, une autre question peut-être plus liée d'ailleurs à plus pour Cyberium. Comment réduisez-vous ce pain point côté utilisateur, donc par rapport également à la contrainte de l'enrôlement et la gestion des expirations des certificats? Comment réduisez-vous ce pain point, ces deux actions donc étant très chronophages pour nos utilisateurs? Est-ce que la question est claire? C'est une question, c'est pas spécifié. Ah bon, c'est pas spécifié. Comment réduisez-vous le pain point côté utilisateur? En fait, la partie gestion de certificats et gestion des clés, c'est une partie qui est faite effectivement par des acteurs qui font du device management platform, dont c'est le métier. Et donc, à partir du moment où vous avez une racine de confiance dans l'objet, effectivement, on peut très bien mettre à jour des clés, révoquer des clés. C'est des technologies qui existent déjà et qui sont aujourd'hui déployées dans l'IoT. Donc, pour les réseaux de capteurs de Thomas aujourd'hui, on sait à partir d'un KMS générer des clés, protéger les clés, les révoquer et les remplacer. Et tout ça, ça peut se faire à distance, dans ce qu'on appelle du FOTA, donc Firmware Update Over the Air, en utilisant ces technologies. Donc là, c'est quelque chose qui existe déjà, qui est pas nouveau en termes d'innovation, mais les technologies adaptées à l'IoT. Ça nécessite bien sûr d'avoir un objet qui soit connecté, d'avoir un objet qui ait une racine de confiance, d'avoir une zone de confiance dans l'objet, et puis ça nécessite qu'il y ait effectivement ce qu'on appelle les features de firmware update dans l'objet, ce qui permet d'effectuer ces opérations de KMS. Ok, merci Jean-Pierre. Oui. Est-ce que vous avez, oui bien sûr, est-ce que vous avez des questions d'ailleurs peut-être Gilles pour Trusted Object ou Edge ou inversement par rapport à ce qui a été présenté? C'est extrêmement intéressant, mais c'est aujourd'hui maturité précédente, je dirais. Donc, on applique déjà pas. Enfin, la plupart des industriels n'appliquent pas IEC 62443, qui est le modèle perdu avec la sécurité du périmètre. Vous voyez quel type d'horizon pour l'adoption de ces technologies à grande échelle? On parle de 5 ans, 10 ans, 15 ans? Les technologies là que j'ai évoquées, donc c'est-à-dire sécurité au niveau du device, etc. On commence à avoir, je dirais, ce que j'appelle une prise de conscience sécuritaire. Et Thomas peut en témoigner, je pense, mais c'est que pendant longtemps, on a entendu, écoutez, la sécurité, on verra plus tard. Pour l'instant, il faut faire fonctionner le capteur, le connecter, remonter des données, analyser les données. Ce qui est pas forcément une bonne chose en termes de sécurité. On dit toujours security by design, hein, et ça n'a pas forcément été respecté. On commence à avoir cette prise de conscience, on commence à avoir des industriels qui disent il faut effectivement protéger nos capteurs, protéger nos réseaux, faire des liens avec des services sécurisés. Oui, c'est horizon, à mon avis, en scalabilité, 2-3 ans. Ouais. Mais avec parce qu'aujourd'hui, quand avec l'échelle de temps des projets industriels pour une raffinerie, pour une centrale au charbon, au gaz,
entre le projet EPC, la réalisation et quand ils commencent à acheter les composants, ça veut dire en pratique, si on est c'est pas pas à petite échelle, mais à grande échelle, Gilles, excusez-moi Gilles, on vous a pas entendu pendant c'est une minimum dizaine une de dizaine secondes. d'années. Je pense que c'était côté réseau. Oui. La question était effectivement de dire, peut-être que Thomas, tu peux témoigner, mais entre le premier jour où tu as rencontré un client et la période actuelle où on commence à déployer des centaines, voire des milliers de capteurs, il s'est passé quoi, 4-5 ans à peu près? Oui, ben, concrètement, pour vous expliquer, avec Edge, on est incubé par le programme, donc on bénéficie d'un programme d'incubation de Total. On a été la deuxième promo, donc depuis 2017. Donc depuis 2017, là, on a fait l'année dernière, on a livré nos premiers capteurs en POC et vous voyez donc le temps qui s'est passé, le temps de valider et qui mettent en place, ben, il y a quasiment 5 ans déjà. Donc ça fait 5 ans qu'on est en discussion et que Total progressivement déploie leur réseau, fait des choix technologiques, puisque bon, il y a une multitude de barrières technologiques. Est-ce qu'on devait partir sur quel type de LP1 on devait choisir, quel type d'architecture, quel site, ainsi de suite. Donc ça a été très long, hein, en effet. Je peux dire que des sociétés comme Total sont très en avance par rapport à d'autres industriels, c'est certain, mais on n'en est qu'aux prémices, hein, de ce développement. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies sont là. Les solutions, les outils sont là. Par contre, c'est vrai qu'il manque peut-être de produits un peu comme les notes sur l'étagère, sur la disponibilité. Donc c'est un peu ce qui ralentit, en fait, je pense, qui ralentit la mise à disposition de solutions comme ça. C'est tout simplement la maturité, la disponibilité des produits sur le marché. C'est ce qui ralentit un peu l'IoT industrielle. S'il y avait plus de solutions connectées comme les nôtres, je pense qu'il y aurait déjà une migration qui aurait été faite il y a déjà quelques temps. Ok. Et une autre question également, je pense à vous trois. Est-ce que, toujours pareil, lié aussi également à ces aspects de certification, est-ce que des schémas de certification sont mis en œuvre pour imposer des niveaux de sécurité standardisés à l'IoT appliqués à l'industrie? C'est une bonne question. En fait, il se trouve que je fais partie d'un groupe de travail au niveau de l'association Eurosmart qui travaille on réfléchit sur le sujet. Oui, il existe, mais il n'y a rien de standardisé aujourd'hui. Par exemple, si on prend les certificats possibles, il y a une quinzaine de schémas qui sont disponibles pour l'IoT de la sécurité. Donc, lequel choisir entre CCI, PSA, chacun y va de son schéma, de sa structure de certification. Donc, les industriels sont perdus. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, dans la sécurité du système bancaire, il y avait un schéma, point, et on est obligé d'y répondre. Donc, l'utilisateur ne se pose pas de questions. Dans l'industrie, il n'y en a pas. Donc, moi, je peux très bien avoir une solution qui est certifiée CCIP, un autre avoir une solution PSA, un troisième certifié par une autre organisation, un autre schéma. Et alors, oui, la Commission européenne travaille sur la rationalisation et travaille dans le cadre de ce qu'on appelle le Cyber Act à mettre en place des schémas qui soient standards, reconnus par tout le monde. Mais là, on est encore, à mon avis, dans une bataille un peu politique. Donc, on n'est pas encore aujourd'hui en train de dire, voilà, pour l'IoT, la cyber de l'IoT, c'est tel schéma, tel niveau de sécurité. On n'en est pas là. C'est un frein aussi. Et puis, il y a un énorme problème politique. Il y a un effort européen, mais à l'extérieur de l'Europe, c'est plutôt des autorités, enfin des schémas américains qui sont dominants. Oui, c'est ça. Donc on est encore dans la géopolitique. Après, il y a les schémas nationaux. Chaque perd un peu, Gilles. Oui, Gilles. Complètement. Et derrière, il y a des intérêts partis, ça propre. Ah, complètement. Industriel, des standards. Voilà. Une autre question? Pas de question côté participants. Okay. Je crois pas. Donc, écoutez, il est 12h04. Si vous voulez, on peut clore là-dessus. Merci encore, donc Jean-Pierre, Gilles et Thomas pour votre partage d'expertise. Hein. Je rappelle que ce WebTech
sera normalement donc voilà disponible en replay dans quelques jours sur le site du pôle SCS. Je vous enverrai le lien YouTube d'ailleurs si vous voulez couper votre prise de parole. Merci de répondre au questionnaire qui va suivre dans quelques secondes et puis vous voyez les prochains événements en présentiel et j'ajoute également le prochain WebTech aura lieu le 29 mars sur un tout autre sujet. On va dire c'est le numérique dans l'hôpital. Alors quand on dit numérique, c'est bien sûr la cybersécurité puisque le centre hospitalier d'Arles a été victime d'une grosse attaque cyber en août 2021 et va nous raconter justement comment il a géré cette crise et comment l'hôpital a pu fonctionner, les opérations chirurgicales ont pu être néanmoins maintenues, etc., comment ils ont pu répondre aux hackers à cette attaque. Et ensuite, on mettra également en avant un offreur de solutions SCS également qui travaille beaucoup dans l'hôpital, qui transporte des greffes, mais également des poches de sang par drone entre hôpitaux, notamment dans la région, entre par exemple l'hôpital privé de Provence, donc à Aix-en-Provence, et également des robots dans un même hôpital, donc une logistique, on va dire, améliorée grâce au numérique, grâce à l'intelligence artificielle notamment, donc avec Lifeline. Voilà, écoutez, je vous remercie encore, passez une bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain WebTech. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.